Les spécialistes de tous bords, politiciens, économistes et militants de toute chapelle, tendent à se mettre d'accord sur l'importance des ressources géologiques d'un pays dans son développement économique. La dépendance des pays occidentaux et de la Chine aux terres rares pour le développement des NTIC, l'importance du pétrole pour les déplacements quotidiens, l'émergence des monarchies pétrodollars, les chocs pétroliers de 70, les conquêtes coloniales, le décollage du Royaume-Uni du XVIIIe siècle grâce au fer et au charbon, ou plus récemment, les enjeux autour du Nord Stream 2. Tout cela nous rappelle le rôle central qu'ont de telles ressources dans l'économie moderne. Elles ont rendu obsolètes les forces des hommes et les muscles des bêtes. Elles seules, elles expliquent pour une grande part les controverses d'aujourd'hui et les conflits d'hier. Mais c'est en Afrique que naquit la folle controverse. En raison de la quantité et de la versatilité de ressources présentes sur le sol du Congo, les différentes puissances coloniales présentes sur le continent organisent et accordent un statut particulier au seul Congo lors de la conférence de Berlin de 1884. Contaminé par une curieuse idée, le révolutionnaire panafricain Kwame Nkrumah soulignera solennellement le paradoxe suivant. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. L'idée prit immédiatement. Ce paradoxe fut tellement martelé, rabâché et diffusé par les médias mainstream, par des libéraux puis les militants panafricains, que plus d'un demi-siècle plus tard, l'énonciation de ces sentences résonne sur le continent comme en diaspora encore plus violemment qu'au moment de son énonciation. À vrai dire, le discours était si suffisant, si flatteur, que le corbeau ne put résister à la propagande. L'idée nous laissait penser que tout était là, qu'il suffisait de propager la bonne parole, user de ce don. Là était le piège. La vérité est que ces bouts de cailloux et autres, qui autrefois étaient utilisés comme moyen d'éclairer des grottes pendant plusieurs heures ou comme instrument de beauté, voire tout simplement ignorés, n'ont commencé à avoir de la valeur qu'à partir d'une époque récente. Si ces ressources ont aujourd'hui acquis toute leur importance, elles ne sont pas l'élément qui a propulsé l'Occident au sommet de la hiérarchie mondiale. Il est de coutume d'entendre que sans l'Afrique, la France ne serait pas Xème puissance mondiale. Cet énoncé présuppose que l'Afrique, à travers son exploitation, aurait surdéterminé le développement de l'Occident. Pourtant, il n'est pas dit que la France, sans l'Afrique, ne serait pas parmi les plus grandes puissances mondiales. Il est encore moins dit que l'Afrique, sans la présence occidentale, serait le continent le plus puissant au monde. Cette phrase est notamment criée pour signifier l'importance de l'énorme quantité et de minerais et de labeur et de sang qui fut versée à l'intérieur comme hors du continent au profit de forces exogènes dans le développement de l'Occident. Cependant, l'Occident n'a ni eu le monopole de l'esclavage ni celui de la colonisation. Aujourd'hui, parmi ces pays colonisateurs, certains comme le Royaume-Uni ou le Portugal se voient du point de vue du PIB ou du point de vue de la puissance militaire être dépassés par leur ancienne colonie. Nous avons tort de penser que la possession seule de quelques minerais que ce soit, fût-il le vibranium, permettrait à n'importe qui de devenir magiquement riche du jour au lendemain. Car c'est ça qui se cache derrière ce discours. L'Occident est la cause de l'état actuel de l'Afrique. Si l'Occident, autrefois dernier de la classe, s'est lancé aux quatre coins du monde dans une bataille effrénée pour le contrôle de ressources, sa réussite n'a pu avoir lieu qu'en raison d'avantages préalables à la conquête de grands empires, car sans celle-ci, leur colonisation du monde n'aurait jamais eu lieu. Si certes les ressources naturelles de contrées colonisées telles que les Amériques ont permis dans un second temps la colonisation du monde, quels ont été les éléments centraux ayant permis cela? Tout aussi troublant. Si l'idée qu'il y ait un scandale géologique est faux, à qui profite le crime? Qu'est-ce qui a poussé les puissances européennes à quitter leurs terres pour voyager de par le monde? À la fin du XVe siècle, le royaume de Portugal est extrêmement affaibli. La noblesse doit reflouer ses caisses. Le Portugal vient juste de repousser des Arabo-berbères hors de leurs terres et mène désormais la guerre jusqu'aux îles de Madère. Dans cette lutte contre le monde arabe, le royaume cherche à entrer en contact avec un allié de taille. Il est dit qu'il réside en Éthiopie, un monarque chrétien connu sous l'appellation de prêtre Jean. Il aurait guerroyé avec des rois perses et réussi à les vaincre, d'où l'intérêt du Portugal pour l'Afrique noire. Un intérêt auquel s'ajoute celui vis-à-vis de l'or présent en Afrique de l'Ouest. Sans doute, les rumeurs autour du pèlerinage à la Mecque de Mansa Moussa, roi du Mali, ils ont fait miroiter richesse et gloire.
Quoi qu'il en soit, le royaume craint les puissances françaises et espagnoles. Sans compter que le monopole de Gênes et de Venise sur les produits provenant d'Orient tend à peser de plus en plus lourd dans les finances du royaume, notamment lorsque survient le blocus ottoman suite à la chute de Constantinople. L'Empire ottoman devient l'intermédiaire par qui on doit passer pour commercer entre l'Orient et l'Occident. Les marchandises sont fortement taxées, mais la demande reste la même. L'inflation augmente non seulement au détriment du Portugal, mais de toute l'Europe. Le coût élevé des épices a pour effet de provoquer une pénurie des métaux d'or et d'argent, ressources cruciales pour le commerce, le financement des grandes entreprises commerciales et l'entretien des monarchies. Au-delà de leur valeur symbolique, en ces temps où l'on exposait des ananas comme signe de distinction dans les cours, les banquets et autres grands événements, les épices ont une valeur d'usage essentielle dans la vie de tout un chacun. Dans un monde où le réfrigérateur ne sera développé que 4 siècles plus tard par Jacob Perkins, il servait de moyen de conditionnement. Les épices sont également utilisées dans le domaine de la médecine. Le gingembre et la cannelle sont utilisés dans les remèdes populaires pour traiter divers maux. Et enfin, les épices peuvent être utilisées comme monnaie. C'est de cela que proviendrait le terme de salaire du sel. Par ailleurs, certains droits féodaux impliquent des paiements en sel. C'est en raison du monopole des moyens d'approvisionnement des produits venant d'Orient par les cités italiennes que surgit la volonté du Portugal de court-circuiter Venise. Le royaume de Portugal, tout comme l'Espagne, ne peut donc pas juste maintenir un statu quo. Cela signifierait continuer à acheter les produits extérieurs au prix fort au profit d'autres puissances. Le maintien du train de vie du royaume et la poursuite de la guerre impliquerait l'emploi d'emprunts, et donc de métaux, alors qu'une pénurie sévit. Tout cela aurait pour effet de creuser l'endettement, dont le montant des intérêts passés comme présents dû à l'inflation. Une situation qui ne peut que difficilement déboucher à autre chose qu'à une augmentation des impôts, pression supplémentaire que les serfs et marchands devront subir, et in fine, à des jacqueries, comme l'histoire le montrera. Il aurait pu être envisagé une alliance européenne contre l'ennemi ottoman, puisque, durant la Reconquista, les chevaliers de plusieurs royaumes, France, d'Angleterre ou encore du Saint-Empire romain germanique, se sont réunis. Mais à la fin de la Reconquista, les tensions internes se sont de nouveau révélées. Ce fut le cas entre la Castille et Léon, avant d'être définitivement unifiés sous Ferdinand III, où le Portugal et la Castille, dont le Portugal a dû s'allier avec l'Angleterre pour réfréner les velléités de la Castille, qui fusionnera vers la fin du XVe siècle avec Aragon pour unifier l'Espagne. Les Arabo-Berbères étant en partie repoussés, de nouvelles alliances viennent contrebalancer les alliances de circonstances passées. À défaut d'entrer en guerre ouverte, les royaumes d'Espagne et de Portugal jettent leurs dévolus sur des campagnes maritimes afin de diversifier leurs ressources et de contourner le blocus ottoman. Leurs champions respectifs, Christophe Colomb et Vasco de Gama, opteront pour des approches différentes. L'un décidera de traverser la Méditerranée quand l'autre optera pour contourner l'Afrique. Mais s'ils sont venus pour commercer de l'or, des épices, des soieries, pourquoi se sont-ils lancés dans l'achat-revente d'esclaves? Aujourd'hui encore, certains disent que l'Europe a mis en esclavage et a colonisé l'Afrique car les puissances européennes sont par essence racistes. Si l'on regarde les propos de Christophe Colomb au sujet de sa première rencontre avec les Arawaks, première communauté qu'il rencontre à son arrivée en Amérique, et qui subira les exactions de Colomb et de son équipage malgré un chaleureux accueil, il est nulle part fait allusion à un racisme pour justifier leur acte. Que dit-il? Ils nous ont apporté des perroquets, des pelotes de coton, des lances et bien d'autres choses qu'ils échangeaient contre des perles de verre et des grelots. Ils changeaient volontiers tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les traits agréables. Ils ne portent pas d'armes et ne semblent pas les connaître, car quand je leur montrai une épée, ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. Ils ne connaissaient pas l'acier. Leurs lances sont en bambou. Ils feraient d'excellents domestiques. Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre, tous, et leur faire tout ce que nous voulons. La raison pour laquelle les Arawaks vont être soumis à l'esclavage n'est rien d'autre que pour valoriser des ressources, pour les forcer à travailler dans les mines et les plantations.
Si tout cela fut possible, c'est uniquement dû à la supériorité militaire des colons. On tend aussi à oublier que si la majorité des déportations vers les Amériques proviendront d'Afrique, il y a également ce que Howard Zinn appelle des serviteurs blancs. Des hommes originaires d'Angleterre, mais pas seulement, qu'on avait expropriés, condamnés au vagabondage et à la mendicité, avant de déclarer le vagabondage interdit et les envoyer aux Amériques, pour travailler aux côtés d'esclaves amérindiens et noirs. Au temps où l'augmentation de la productivité dépend du nombre de terres et de bras à disposition, l'emploi de ces serviteurs blancs va sans doute être moins employé en raison des effets de la peste noire qui sévit en Europe. Son niveau de mortalité va provoquer une pénurie de paysans. L'abandon des villes et la présence d'un climat froid auront pour effet de réduire la taille des récoltes. De cette situation, des revendications émergent, provoquant un assouplissement du système du servage. Si ces événements sont largement postérieurs de plus d'un demi-siècle, l'impact se fera ressentir durant un bon moment. Il faudra 200 ans à l'Europe pour retrouver le niveau démographique d'avant la pandémie. La perspective de recherche des terres nouvellement découvertes et l'hécatombe amérindienne vont pousser les Portugais à exploiter le trafic d'esclaves présent en Afrique de l'Ouest. L'Afrique va donc jouer un rôle significatif dans le développement de l'Occident. Quels sont les effets du trafic triangulaire sur les économies européennes ? Le Portugal va jouer un rôle essentiel en établissant des comptoirs commerciaux et des bases militaires depuis les côtes ouest-africaines jusqu'au Cap, en remplaçant les Arabes dans le commerce entre l'Afrique de l'Est, l'Inde et le reste de l'Asie. Puis, en reliant tous ces espaces, avec pour centre le royaume de Portugal, les produits d'Europe, armes à feu, poudre, vêtements, alcool et autres, vont atteindre les différentes côtes africaines et être échangés contre de l'or, des esclaves ou de l'ivoire. Si ces produits sont de médiocre qualité, ils rencontrent néanmoins un marché dû à leur attrait, à leur nouveauté. Une partie des biens récupérés à l'ouest vont être utilisés pour être revendus en Inde, contre de la soie, différents tissus et des épices que les marchands vendent ensuite en Europe. Les hommes et les femmes kidnappés ainsi que les esclaves achetés en Afrique vont être déportés aux Amériques. En Amérique, ils vont grossir le rang des damnés. Du Nouveau Monde, ils expédient les matières premières qui permettront à l'Europe d'amorcer sa révolution industrielle et d'accroître considérablement la richesse de l'Occident. Tous les champs de l'économie seront touchés, du domaine naval avec les armateurs qui vont susciter la constitution des premières grandes sociétés modernes, telles que la Compagnie des Indes ou la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, en passant par les banques, financeurs de projets, mais qui vont surtout connaître leur expansion durant la période coloniale. D'ailleurs, certaines sont encore en activité. On pense par exemple à la célèbre banque britannique Barclays, l'une des 5 plus grandes banques de la couronne. Le domaine bancaire, mais aussi des assurances, les secteurs agricoles et globalement l'industrie secondaire vont bénéficier de ce système. C'est l'essor de la ville de Liverpool. Les ports affiliés au trafic d'esclaves, Liverpool déjà cité, Nantes, Bordeaux, Séville ou encore le Lancashire, seront, grâce à ce trafic, parmi les premières villes industrielles d'Europe. Au XVIIe siècle, l'or provenant d'Afrique est le principal moyen d'échange. Cet or va permettre à Amsterdam de devenir la capitale de la finance européenne. Lorsqu'en 1663 les Anglais frappent une nouvelle pièce d'or, ils la nomment le Guinea, du nom de la région d'où provient cet or. Tout ceci aura de nombreuses implications, que ce soit en politique avec les événements autour de la Révolution de 1789, qui voit l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle classe sociale, les Bordelais. Connus pour leur trafic d'esclaves, ils vont jouer un rôle essentiel dans les événements de 1789. Ou comme rappelé plus haut, dans le domaine de l'industrie avec par exemple James Watt, l'homme qui démocratisa la machine du siècle. Un projet qui n'aurait jamais pu mener à bien sans, comme il exprime, la gratitude infinie des propriétaires d'esclaves antillais. Mais si l'Afrique a joué un rôle déterminant dans le développement économique de l'Occident, l'Occident a-t-il joué un rôle dans le développement de l'Afrique ? Au moment où les Portugais installent leur premier comptoir en Afrique, les premiers royaumes se constituent, malgré un ensemble de facteurs géographiques jouant au détriment du continent, le Sahara, la relative coupure avec le berceau de la civilisation, la Méditerranée, d'où ont émergé les plus importantes innovations de l'histoire, telles que l'agriculture ou l'écriture, ce qui limitera le transfert de technologies, le faible nombre de routes commerciales, le nombre restreint d'animaux domesticables, ou encore le faible nombre de plantes endémiques, etc., etc.
Les différentes sociétés africaines sont néanmoins suffisamment équipées pour à la fois repousser les pénétrations arabo-berbères provenant du nord comme de l'est, et les forces occidentales provenant de l'ouest. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, pour des raisons que nous excuserons, que la conquête de l'Afrique va être possible. Ces phénomènes géographiques auront un grand impact dans la formation des empires. Un élément tel que la faible qualité des sols va faire de l'agriculture pièce importante pour développer une division et une spécialisation du travail, et même essentielle pour bâtir un État fort, va se trouver être peu développé au regard de la chasse qui, en termes de résultats, se trouve moins rentable. Puisque les différences de rendement entre l'agriculture et la chasse sont pareilles, le manque d'efficience agricole va encourager la formation d'organisations de petite taille et favoriser la prolifération d'identités politiques. On touche ici du doigt les raisons de la diversité culturelle de l'Afrique. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les grands empires africains se développeront autour de grands fleuves traversant le territoire. On pense au triptyque Songhai-Ghana-Mali. D'autres éléments entrent en jeu, comme la gestion de l'État. Les conflits au sein des royaumes ont tendance à provoquer le départ de certains groupes. Ce fut notamment le cas des Bauls, originaires du royaume Ashanti, qui se sont reconstitués en Côte d'Ivoire sur la base de petites chefferies. Il est également à noter la pression des États sur les agriculteurs, les poussant à vivre en périphérie ou dans des zones difficiles d'accès. C'est ce qui a par exemple poussé les Dogons à émigrer aux falaises de Pandjagara. Ajoutez à cela la faible transformation des matières premières. Ces éléments vont contribuer à faire prospérer le commerce triangulaire. Avant l'arrivée occidentale en Afrique, de grandes places commerciales prospéraient. L'une des plus connues est celle de Tombouctou. Les guildes se forment. Le trafic d'or, de sel et d'autres participe à la renommée de la ville. Différentes communautés monopolisent le commerce et servent de lien entre les territoires tels que les Djola en Afrique de l'Ouest. Le surplus d'une région est la marchandise d'une autre, de telle sorte que les économies locales sont interdépendantes. Ce qui, à l'image de l'Égypte antique, qui commerçait du blé au ghibli contre des minerais, ou de l'Angleterre avec le Portugal du XVIIIe siècle, pouvait, en cas de déséquilibre de la balance commerciale, mener à un possible asservissement. Pour autant, ces sociétés restent résilientes aux agressions extérieures. Lorsque les Portugais accostent pour obtenir de l'or, ils doivent passer par des commerçants du Bénin. Les Portugais doivent donc échanger avec eux les biens dont ils sont susceptibles d'apprécier. Eux-mêmes, ces différentes communautés béninoises, doivent commercer avec les Akans pour obtenir de l'or. Quant à ces derniers, Akans, maîtres de la chaîne, assurent leur monopole en sécurisant et produisant de l'or. Au fur et à mesure que les relations entre l'Afrique et l'Occident s'accroissent, le commerce externe va engloutir les conditions de développement du commerce local. Le commerce local va se réduire. La vente d'esclaves et de minerais va avoir une place prépondérante dans la vie des États. En raison des razzias et des guerres encouragées par la vente d'esclaves, les routes commerciales vont se retrouver perturbées, ralenties. Le système tributaire et les processus de migration brièvement exposés plus haut s'accentuent. En plus des paiements en or, en courrier ou autres, des captifs sont également demandés. Encore une fois, les réfugiés de ces razzias n'auront d'autre choix que de devenir clients, serfs d'un seigneur ou de s'organiser un cadre de vie en marge des États. Cet état de tension permanent pousse à la militarisation, à la fois pour se protéger de ses ennemis et pour accroître son nombre de captifs. Certains États, comme celui du Dahomey, à l'image de Haïti qui, en dépit d'une victoire sur ses opposants, vont continuer à subir la domination française. Le royaume du Dahomey va être contraint à faire du trafic d'esclaves pour obtenir les armes à feu nécessaires à sa protection. Les conséquences de ce vil trafic est telles que le Dahomey du XIXe siècle se met à souffrir de famine, là où 3 siècles auparavant, il exportait son surplus à l'actuel Togo. Les tensions ne sont pas seulement externes. Certains États, comme celui du Oyo, se mettent à vendre des habitants de leur propre royaume. La déportation de la jeunesse et les guerres esclavagistes vont drastiquement réduire le potentiel d'innovation et la taille des marchés, aussi bien dans la production que dans la consommation. Le progrès technique va stagner, voire régresser, dû à la disparition de compétences comme ceux de la production de fer à certains endroits d'Afrique de l'Ouest. Ces derniers éléments vont grandement être accentués grâce aux avantages concurrentiels des esclavagistes européens, notamment la caravelle, les armes à feu, leurs compétences commerciales et aux retombées du système esclavagiste qu'ils ont initié.
L'historien Walter René évoque la situation de l'Afrique de l'Ouest de la façon suivante. Il s'agit de ma propre traduction. Ouvrez les guillemets. Un important commerce côtier par pirogue existait entre ces deux régions. Les habitants du Cap, Laou, Côte d'Ivoire actuelle, naviguant au-delà du Cap des Trois Pointes pour vendre leurs tissus jusqu'à Accra à l'est. Les Portugais ont établi un fort à Axim près du Cap des Trois Pointes pour desservir le commerce de l'or avec l'arrière-pays. L'une de ces fonctions était de couper court au commerce de l'Ouest africain côtier. Ils ont interdit aux habitants d'Axim de se rendre au Cap Laou et aux pirogues de Côte d'Ivoire de voyager vers l'est au-delà d'Axim. L'objectif était évidemment de faire des deux régions des entités économiques distinctes exclusivement liées à l'Europe. Le commerce africain mentionné ci-dessus s'est avéré avoir des racines profondes. Les Hollandais ont constaté qu'il continuait lorsqu'ils ont pris le contrôle d'Axim en 1637. Les agents de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, qui opéraient sur la côte de l'Or, voulaient complètement mettre un terme au commerce africain. Mais n'y parvenant pas, ils ont essayé de forcer le peuple de Côte d'Ivoire à acheter une certaine quantité de marchandises néerlandaises. Les Hollandais ont décrété que chaque piroguier d'Axim se rendant au Cap Laou devait transporter des marchandises néerlandaises d'une valeur d'au moins 4 onces d'or. L'objectif était de transformer un échange purement inter-africain en un commerce euro-africain, ce qui était doublement préjudiciable aux tentatives africaines d'intégration de leur propre économie était le fait que, lorsque les Européens devenaient des intermédiaires dans les réseaux commerciaux locaux, ils le faisaient principalement pour faciliter l'extraction des captifs, subordonnant ainsi l'ensemble des l'économie à la traite négrière européenne. En Haute-Guinée et aux îles du Cap-Vert, les Portugais et leurs descendants mulâtres se livraient à une grande variété d'échanges portant sur le coton, les teintures, les noix de cola et les produits européens. Le but de tout cela était de remplir les cales de navires négriers. Au Congo et en Angola, le même scénario se dégage. Le sel, les coris et les tissus peints qui arrivaient aux mains des Portugais compensaient leur pénurie de marchandises et servaient à acheter des captifs sur différentes parties de la côte et à l'intérieur des terres. Fermez les guillemets. La conclusion à tout cela, un chaos. Un chaos aussi bien entretenu par les puissances coloniales que entretenu par certains États en Afrique même. Destruction de relations internes, enrichissement des États côtiers, déportation, razzia, perte de savoir-faire, etc., etc. Si l'Occident a provoqué le sous-développement de l'Afrique, cela n'explique pas comment l'Occident a pu se hisser au top, car la traite arabe a duré beaucoup plus longtemps et fait beaucoup plus de victimes, sans que pour autant le monde arabe domine aujourd'hui le monde. L'hégémonie que la Chine tente aujourd'hui de briser n'est pas le simple fruit de la rapine. La Chine, l'Inde, Singapour ont compris. Mais si l'esclavage et la colonisation ont été les moyens d'affermir sa supériorité et d'appauvrir l'Afrique, cela ne saurait pas expliquer la difficulté actuelle de l'Afrique à répondre à ses besoins. Encore aujourd'hui, la formation d'États-nations est questionnée. Comment un État fort se constitue? Quels sont les éléments empêchant l'Afrique de faire de même? La réponse dans cette vidéo de Dick.